Yo, yeah, yo, yeah, yo, yeah, yeah, yo, yeah, yo, yeah, yeah. Kanayati, kanayati, yo, yeah, yo, yeah, yo, yeah, yeah. Yo, yeah, yo, yeah, yeah. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Depuis l'Antiquité grecque, des penseurs libres se penchent consciemment sur eux-mêmes pour changer le monde. Ces modèles d'il y a 2500 ans ont mené des vies marquées par une extrême simplicité, volontaire, sobre, heureuse, pour bien vivre, mieux vivre dans le bonheur. Les philosophes se sont changés pour changer les autres. Le bien-vivre simplicitaire d'aujourd'hui peut-il changer le monde? Si tout peut changer, comment changer son mode de vie? En s'inspirant de modèles d'hier et d'aujourd'hui? Oui, il y a des leçons à tirer pour tout citoyen ami de la Terre. Dans ce documentaire, tu y rencontreras de ces modèles dits docteurs anti-stress, de santé globale et de psychologie positive. Mais 150 ans plus tard, que ferait ce premier écologiste, politique, simplicitaire, Henri David Thoreau? S'il vivait encore avec nous aujourd'hui, ne serait-il pas celui qui ne fait que marcher pour mieux s'arrêter, méditer en pleine nature, en contemplant cette nature seulement? Bien non. S'alimenterait-il sainement, sans stress, à la recherche du bonheur? Peut-il être un modèle à suivre? Lui, ses bottines ont suivi ses babines. Thoreau disait dans Walden, « C'est lorsque vous êtes le plus riche que la vie paraît le plus pauvre. Nul argent n'est requis pour acheter ce qui est nécessaire à l'âme. Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose dans la désobéissance civile. Il n'est pas d'individu plus fatalement mal avisé que celui qui consomme la plus grande partie de sa vie à la gagner, dans la vie sans principe. Si je ne suis pas moi, qui le sera? » Dans son journal. Tirons donc des leçons d'un café philosophique animé par un prof de philo, puis d'une lecture théâtrale d'extraits d'œuvres du premier écologiste. Attendez de recevoir des prescriptions de docteurs précurseurs de santé globale. Restez jusqu'au tour d'une table ronde et d'un café découverte dit World Café, dans le cadre d'un colloque sur la simplicité volontaire. Tout ça pour mieux comprendre le mode de vie des simplicitaires de mon coin de pays, pour vivre sa vie ici et maintenant. En toute simplicité, en pleine conscience, d'un café à l'autre. On va commencer un café philo, puis il ne faut pas oublier qu'un café philosophique, c'est-à-dire un café qui nous permet, tout un chacun ici, de nous poser des questions difficiles, c'est-à-dire des questions humaines, des questions à laquelle, des fois, on n'a pas toujours une bonne réponse. Puis il ne faut surtout pas être déterminé par le fait que nous sommes directement ou indirectement membres ou partisans ou sympathisants du groupe de la simplicité volontaire. Autrement dit, les questions qu'on va se poser peuvent déborder les thèmes variés qu'on pourrait regrouper dans ce qu'on appelle communément la simplicité volontaire. Autrement dit, ne soyons pas restreints par nos engagements. On fait de la philosophie, on a toute la liberté de nous poser ensemble toutes les questions. Alors, normalement, un café philo, ça fonctionne un peu comme ça. Je vais faire un tour de table. Vous me posez des questions. Je vais les reformuler d'une manière interrogative pour qu'il y ait une sorte de oui ou de non, parce que bien souvent, un café philosophique, ça peut générer des débats. Alors, ne vous gênez pas. Si vous n'avez pas de questions à poser, vous dites « je passe ». Si vous avez une question à poser, bien, vous la posez et je l'inscris. Je note votre nom
Et la personne qui est l'auteur de la question choisie, parce qu'on va voter à la suite tout à l'heure pour la question, laquelle question nous allons discuter ce soir, la personne auteur de la question va avoir le privilège de l'expliquer d'abord au départ et d'avoir un droit de parole privilégié par rapport aux autres. Mais je prends vos noms dès que vous levez votre main et on va donc procéder le plus méthodiquement possible pour qu'il y ait de la rigueur, pour pas qu'il y ait trop de chaos. Et surtout, tentons, autant que possible, de faire en sorte que notre propos ait une portée la plus universelle possible. Alors, je vais donc commencer dans le sens d'un aiguille d'une montre. Jacques, est-ce que tu as une question à poser? Qu'est-ce que c'est bien vivre? C'est la question des philosophes antiques. Et j'aurais peut-être proposé comme suggestion qu'on réfléchisse un peu sur cette idée-là du bonheur chez les philosophes antiques, mais c'est peut-être vague un peu, il faudrait la préciser. Est-ce que le bonheur s'accommode bien de l'espérance? Oui. Ou non? Oui ou non? D'accord? Je passe. Vous passez? Je passe, mais ça m'intéresse. Moi, je suis venue ce soir pour entendre des gens réfléchir parce que je suis dans une période où, face à ce qui se passe dans notre société québécoise, je suis très interpellée, puis très indignée, puis comment ne pas être impuissante par rapport aux actions qu'on peut poser. Mais je ne sais pas si c'est philosophique ou pas. On peut formuler ça d'une manière intéressante. Autrement dit, si j'ai bien compris, vous êtes ici pour jouir de nos interrogations, de nos questionnements. Est-ce que c'est ça? Oui. Pour pas me sentir trop isolée, finalement, dans mes questionnements. Je suis un peu troublée dans le contexte actuel. Puis, quand j'avais vu l'idée du café philosophique, j'ai dit, je vais aller. Il y a des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions ou qui... Puis j'avais le goût d'être nourrie un peu par les échanges que vous pouvez avoir. Est-ce que, dans le fond, vous venez ici et vous vous dites, est-ce que la philosophie va m'être utile? Ah, peut-être, donc, regardons ça. C'est une question, ça. Voilà. J'ai le goût de rentrer dans le monde aussi des animaux. Est-ce que les animaux ont des droits? Ils font partie de notre monde. Notre monde, c'est pas juste les humains. Alors, ce serait... En tout cas, je trouverais intéressant de discuter là-dessus. Et les animaux qu'on mange aussi, là, oui, nos animaux de compagnie... C'est très vaste parce qu'il y a beaucoup d'espèces. Oui, il y a beaucoup d'espèces. Dont celle qui s'appelle l'homme. Oui, oui. Mais ça, ça fait longtemps qu'on parle des droits de l'homme. On n'a pas tout réglé, c'est sûr, mais c'est un sujet très, très recevable. Moi, j'élaborerais un petit peu sur l'alimentation, ce qui nous est proposé généralement là, comme alimentation et quelles sont les conséquences sur notre santé. L'alimentation... Je pense que beaucoup de choses dans notre alimentation, c'est ça qui nous cause beaucoup de toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes présentement sont causés, d'après moi, par l'alimentation. Quels sont les effets multiples sur notre santé? Oui, parfait. Monsieur? Maurice. Maurice? Ce qui me vient à l'esprit, est-ce que nous sommes assez conscients de notre inconscient pour être conscients véritablement des choses qui se passent sur Terre? Je viens de reformuler. Sommes-nous vraiment conscients de ce que nous sommes? Est-ce que ça y est? Oui, bien, c'est une bonne question. C'est une question que je me pose parce que je dirais que je suis pas mieux que parce qu'il y a dans le mot l'univers. vraiment. On peut répondre oui ou non. Oui, c'est ça. Bien, avant même que le tour commence, je me suis dit, je vais lire un extrait de notre dépliant. Après avoir dit le titre « Prendre soin de soi, prendre soin du monde », en échangeant, nous convenons que la simplicité volontaire est une façon de prendre soin de soi et que nous devons prendre soin du monde car il a un impact important sur notre bien-être individuel. Ça va aussi dans l'esprit de qui sommes-nous pour dire que prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde. Moi, la vraie question que je me posais, et on en a parlé il y a quelques semaines,
Ben, qu'est-ce que Henri-David Thoreau ferait pour prendre soin de soi et prendre soin du monde? Je pense que c'est un des rares qui s'est penché là-dessus, qui a probablement influencé quelques philosophes modernes, qui lui-même est influencé par de vieux philosophes grecs, que vous connaissez plus que moi, M. Sénécal. Alors, moi, je ramènerais ça à Henri-David Thoreau. Mais je vous laisse faire le vote. Épicure disait, vaut mieux prendre soin de sa santé tout de suite que devoir avoir soigné nos maladies plus tard. Levez la main les personnes qui souhaiteraient qu'on discute de la question suivante. Le bonheur s'accommode-t-il bien de l'espérance? 8. 7e question. Sommes-nous vraiment conscients de ce que nous sommes? Alors, c'est celle de Maurice. Maurice, alors, on commence. Maurice. Je considère qu'en gros, c'est beaucoup plus l'inconscient qui nous mène que le conscient. Et ça veut pas dire que c'est mauvais en soi, là. L'inconscient, là, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, là. C'est pas ça, je veux dire. C'est pas le bien puis le mal, là. C'est juste de dire que quand on prend des décisions, on est tout simplement pas conscient de tous les aspects. C'est surtout ça. Et à ce moment-là, ben, ça devient des actes inconscients, puis on en subit les conséquences. Mais je vais arrêter là. J'aimerais mieux entendre d'autres là, en parler. Alors, moi, je me dis que c'est une question très intéressante parce que la question de la conscience et de l'inconscient, ça relève beaucoup. Moi, c'est une question, en tout cas, qui m'intéresse depuis fort longtemps parce que c'est associé. Être conscient, pour moi, c'est pas juste être conscient de ce qu'on fait, mais c'est tout d'être lucide. Autrement dit, de faire en sorte qu'on se déprenne le plus possible de tout ce qui nous détermine sans qu'on s'en rende compte. Parce qu'on est influencé depuis qu'on est au monde. Alors, notre travail humain, dans le fond, d'être le plus lucide possible, d'être le plus maître possible de ce que je suis, de ce que je peux, de ce que je sais et de mes rapports avec les autres. Alors, c'est pourquoi la question « sommes-nous vraiment conscients de ce que nous sommes ?» Moi, je souhaiterais que ce soit le cas. Mais malheureusement, c'est de moins en moins le cas parce que les outils, les appareillages de persuasion clandestine sont devenus tels que nous sommes devenus presque des automates. Nous consommons d'une certaine manière, nous pensons d'une certaine manière, nous vivons d'une certaine manière sans qu'on ait eu le temps de se poser consciemment, lucidement la question « qui suis-je? » Puis, quel est mon but ultime? Alors, c'est pourquoi la question est importante, parce qu'elle nous place en plein cœur de l'actualité. Nous sommes endormis, nous sommes divertis, amusés, distraits, alors qu'on devrait, au contraire, s'informer le mieux possible, toujours conserver notre pleine conscience, si possible, par tous les moyens. Des moyens qui peuvent aller de la méditation à l'information la plus diversifiée. Je conclue cette intervention-là en disant que, hélas, nous ne sommes vraiment pas assez conscients de ce que nous sommes et nous devons faire des efforts et la simplicité volontaire est peut-être un moyen. Justement, j'enchaînerais sur ce que Jacques vient de dire, c'est qu'effectivement, c'est ça l'idée de la simplicité volontaire. C'est un peu comme ce qu'on voyait notre vie comme un jardin un peu. On réfléchit. Qu'est-ce que c'est qu'on cultive dans notre jardin? C'est nos valeurs. C'est ce qui est important pour nous. Mais on a quand même des obligations, on a quand même des choses. Là, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Ce qu'on vise dans la simplicité volontaire, c'est de réfléchir. Il faut prendre le temps de réfléchir sur nos valeurs. Comment faire pour vivre le plus possible en accord avec ce qu'on sent le plus important. Puis, c'est une recherche parce que finalement, à mesure qu'on réfléchit là-dessus, ça se précise. Alors, c'est comme un jardin, tu enlèves telle chose, puis tu mets telle chose, et puis, etc. Alors, notre vie, c'est comme un jardin. En fait, moi, je fais partie d'un groupe de pleine conscience, développement de pleine conscience. Et
je réalise que c'est aidant de pouvoir pratiquer à observer puis à être davantage conscient pour soi-même puis de ce qui se passe autour. Ça nous donne plein d'informations aussi sur un peu notre inconscient, je dirais. Parce qu'effectivement, si on est un peu plus conscient, on va davantage prendre soin de nous comme étant quelqu'un d'important. D'important pour soi, mais en étant important pour soi, on est important aussi autour de soi. Moi, cette réflexion d'être conscient puis d'être entouré de gens qui ne sont pas conscients, ça me ramène justement avec Taureau, où c'est que la réaction que j'ai eue le soir qu'il y a eu les lectures, où c'est que je me suis dit, mais bonté divine, on n'avance pas. Parce que Taureau, c'est là 100 ans, puis c'est ça qui enseignait, 150 ans, c'est ce qui enseignait, puis on en parle encore aujourd'hui. Moi, c'est des genres de choses qui me découragent. Puis, tu sais, c'est... J'ai beau, je continue, là, tu sais, puis je me dis, je fais ma part, puis j'essaie d'être de plus en plus consciente, j'essaie de m'impliquer plus. Pas sûr, moi, tu sais, que ça a une... que les ondes continuent, parce que je regarde 150 ans plus tard, Taureau, les ondes, ils sont faibles, il me semble. En tout cas, je sais pas, là. Cette façon de dire que, tu sais, la philosophie, elle va-tu m'aider? Tu sais, ça va-tu m'aider de dire que, tu sais, pareil, comme le bonheur, puis les attentes, puis on s'en va où? Tu sais, c'est-tu juste un rêve qu'on se fait, là? On se fait-tu juste un petit monde pour mieux vivre? Pour mieux accepter ce qui nous arrive? Je me pose beaucoup cette question-là, moi, parce que je me dis, je suis pas sûre qu'on avance, là. La réflexion, elle me revient. Pour qu'elle me revienne, c'est parce que je l'ai pas compris. Il y a quelque chose qui se fait pas en dedans de moi, certain, pour que ça revienne encore pour dire, je suis pas sûre, là, moi, là, qu'on fait, tu sais, que ce qu'on fait a vraiment un impact. On garoche une roche dans l'eau, là, puis elle est supposée faire bien des ondes, là. Pas sûr que ça se rend loin, moi. Tu as raison, Lucie. Apprenons donc du modèle Taureau, qui lança le concept de désobéissance civile, de vie sans principe, simplifiant sa vie. Le transcendentaliste Ralph Waldo Emerson, propriétaire de la forêt de Walden et pourvoyeur de taureaux, déclare l'indépendance littéraire des États-Unis et leur recommande vivement de créer leur propre style d'écriture, libéré des Lumières de l'Europe. Thoreau n'était pas tellement connu et qu'il faudrait le faire connaître. Ça n'a pas d'allure d'avoir été aussi célèbre dans son pays natal, aux États-Unis, d'être d'origine française, d'être tellement méconnu ici au Québec et connu comme simplicitaire, comme le premier simplicitaire, comme le premier écologiste politique, probablement. Quels sont ceux ici qui connaissent déjà Taureau? C'est quand même pas si mal, là. Mais aux États-Unis, Taureau, c'est énorme, là. Je veux dire, c'est un personnage emblématique, gigantesque pour les Américains. C'est comme un mélangeant ensemble, là, Hubert Reeves, Pierre Dansereau, les écologistes, Félix Leclerc, dans la même personne. C'est incroyable comme personnage, là. Taureau, il est surtout connu pour la désobéissance civile. C'est une petite partie, un petit épisode dans sa vie, le texte sur la désobéissance civile. Mais ce texte-là, c'est le texte qui a influencé Gandhi au point que toute sa philosophie, qui s'appelle Satyagraha, j'ai apporté son livre sur... C'est finalement des textes de Gandhi sur la résistance passive. Et puis, au début, dans la première page, il dit « C'est Taureau qui a cerné le thème de désobéissance civile. » Mais en réalité, c'est plus résistance passive. Et à partir de ça, il a développé toute sa philosophie de la résistance passive, de la non-violence. Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, des gens qui sont influencés par cette philosophie-là. Taureau, entre autres, nous propose, nous suggère de simplifier nos vies, de simplifier, simplifier, simplifier. Alors, c'est lui qui a le premier, on pourrait dire, parler de ce qu'on appelle la simplicité volontaire telle qu'on la voit aujourd'hui, parce que évidemment, les philosophes parlaient de simplicité aussi, mais c'était plus, on dirait que c'était comme réservé aux philosophes. Lui, il disait au monde ordinaire, là, simplifiez vos vies. C'était pas juste pour les philosophes. Et il y a un disciple de Gandhi qui s'appelle Richard Gregg qui a écrit le premier texte